Eh bien, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour à toutes les personnes qui assistent à cet important colloque et merci au comité organisateur de m'avoir vous invité pour cet événement très important pour non seulement pour le Burkina, mais pour toute l'Afrique et même le tiers-monde. Je suis Omar Aktouf, professeur titulaire honoraire aujourd'hui, et puisque je suis à la retraite donc de HEC Montréal, algérien, africain évidemment, et fier de l'être. Et je connais bien votre région, j'ai beaucoup travaillé notamment au Bénin. Alors, je suis du point de vue universitaire assez éclectique, de formation un peu de tout. Alors, ça va de la philosophie en passant par l'anthropologie, la linguistique, la thermodynamique, la physique théorique, jusqu'au management et donc l'économie entrepreneuriale, l'entreprise, etc., etc. J'ai aussi une expérience d'entreprise et de travail de près de 15 ans, ou plus même. Depuis l'âge de 3 ans pratiquement, je travaillais déjà comme berger puisque je suis né dans la pauvreté absolue des montagnes kabyles sous la colonisation française. Et donc ensuite, par les circonstances de la vie, j'ai pu aller à l'école à l'âge de 11 ans, mais pas avant. Et puis, petit à petit, avec l'indépendance de l'Algérie, tout ce qui s'ensuit, faire des études universitaires, parce que mon objectif dans la vie était né très vite, observant l'injustice du colonialisme. Très vite, tout ce que je voulais, c'était comprendre ce monde et comment se fait-il qu'il y ait des colons et des colonisés, et comment se fait-il qu'il y ait des puissants et des gens qui ont tout et des gens impuissants et qui n'ont rien. Et ça m'a frappé dès que j'ai commencé à penser, peut-être à l'âge de 5 ans ou 6 ans. Et donc, c'est ça que je voulais faire, alors que mes parents voulaient que je fasse médecine pour devenir riche, etc. Je leur ai dit que ça ne m'intéressait pas d'être riche, ça les a beaucoup fâchés. Et donc, voilà, alors aujourd'hui, j'essaie de comprendre ce monde. Donc, j'ai eu beaucoup de distinctions, de médailles, de ceci, de cela, enfin, notamment classé parmi les 75 personnes qui ont le plus apporté en matière scientifique et de connaissances au Canada durant les dernières années du XXe siècle. Prix du meilleur livre d'affaires et d'économie et de gestion pour mon livre qui s'appelle La stratégie de l'autruche. Alors, le monde dans lequel on est aujourd'hui est le résultat d'à peu près 2 siècles de capitalisme sauvage qui a saccagé cette planète. Alors pourquoi? Depuis la révolution industrielle, donc à peu près 2 siècles, parce que dans la pensée occidentale est née cette idée, notamment à partir de Descartes, que la nature est au service de l'être humain et que l'être humain ne fait pas partie de la nature, comme on le pense en Afrique. Vous allez dans n'importe quel village africain, on vous dira que l'être humain fait partie de la nature. Eh bien, donc, on s'est mis à saccager cette nature pour tout transformer en argent. Là, ce capitalisme financier là, dont je parle, eh bien, a comme credo, comme idéologie essentielle, tout ce qui existe n'a de sens ou de valeur que transformé en dollars. La deuxième caractéristique que je dirais, c'est l'injustice. Il n'y a jamais eu autant d'injustice et d'inégalité dans ce monde dans toute l'histoire de l'humanité qu'aujourd'hui. Ce système capitaliste néolibéral, son pilier principal d'existence, c'est les inégalités et les injustices. Ça n'est pas possible autrement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que la Terre ne peut pas donner plus qu'une certaine quantité d'arbres dans toute la Terre qui est limitée. Les océans ne peuvent pas donner plus qu'une certaine quantité de poissons qui est limitée et qui ne peut pas augmenter parce qu'il y a d'autres poissons.
il y a d'autres espèces de poissons, il y a etc., etc. Donc c'est des équilibres. C'est-à-dire que les quantités d'arbres, de poissons, de loups, d'agneaux, de veaux, de vaches, etc., de tout ce que vous voudrez, tout ça reste en équilibre et donc en quantité constante. Alors, si vous êtes néolibéral, capitaliste, sauvage, comme je viens de parler de l'Occident, ce que vous voulez, c'est le maximum de tout ça. Mais vouloir le maximum de tout ça, ça n'est possible que si vous arrachez aux autres. Donc l'inégalité, l'injustice sont inscrites indéputablement et irrémédiablement, intégralement dans le système du comportement capitaliste. Puisqu'un capitaliste ne peut ajouter $1 à sa richesse que s'il l'enlève à un Burkinabé ou à un Algérien ou un Tunisien ou un Colombien. Parce que les sardines, les morues, les arbres, les je sais pas quoi, etc., sur lesquels il fait ce dollar, eh bien, c'est un bien commun. Donc, si c'est un bien commun de la terre, de tout le monde, et que lui s'accapare les fruits de ce bien commun, eh bien, ça veut dire qu'il nous l'enlève. Donc, l'injustice et les inégalités sont inscrites dedans. Alors, dites-moi, s'il vous plaît, juste au Burkina, s'il y a quelqu'un qui peut me dire que la situation du Burkinabé moyen s'améliore depuis les années 80, qu'elle est meilleure que ce qu'elle était aux années 80, eh bien, moi, je lui paye tout ce qu'il veut pour 5 générations. Alors voilà l'état dans lequel ce monde est aujourd'hui. Il est en train de se dérober sous nos pieds, il est en train de disparaître, il est en train d'être asphyxié, autant les océans que l'atmosphère, que le climat, que les forêts, absolument tout est en train de disparaître à vitesse grand V. Il y a juste à regarder autour de nous toutes les catastrophes qui arrivent un peu partout. Aujourd'hui, l'Europe est complètement sous l'eau, l'Afrique du Nord, la même chose, etc., etc. Alors attention, moi je dis, quand on dit que l'être humain est responsable de ce qui arrive à la planète et l'espèce humaine a fait ceci, cela, non, c'est faux. Ce n'est pas l'espèce humaine, c'est l'Occident. C'est l'homme occidental, blanc, anglo-saxon en particulier, qui a fait de ce monde ce qu'il est aujourd'hui. Il n'y a pas un Africain qui est responsable de ça, pas un Asiatique, pas un membre des peuples de l'Océanie, que les Occidentaux, c'est-à-dire l'Europe, le Canada, les États-Unis, essentiellement. Alors le néolibéralisme est né, et la mondialisation sont nées de ce fait que l'Occident ne pouvait plus faire de croissance, surtout pas de croissance maximum, avec les ressources que lui donnait sa propre nature. Il n'y en avait plus. Plus de sardines, plus de morues, plus de rien, plus d'arbres, plus de les mines, rien. Plus ils ont tout achevé, ils ont tout gratté, tout. Mais eux, ce qu'ils veulent, l'Occident dont je parle, c'est garder sa part du gâteau ou la faire grossir. Mais comment faire grossir sa part du gâteau quand le gâteau ne grossit plus? Il n'y a qu'une solution, c'est aller chercher sur la part des autres. Et donc, on a inventé la mondialisation et le néolibéralisme, c'est-à-dire le libre-échange, ouvrez vos frontières, le monde entier devient un marché complètement ouvert, où tout le monde va où il veut, comme il veut. Et évidemment, qui va aller où il veut, comme il veut? C'est d'abord les multinationales américaines, les multinationales françaises, les multinationales italiennes, les multinationales, etc. Et c'est pas les multinationales du Burkina. Il n'y en a pas. Bon. Alors voilà ce que c'est le néolibéralisme et la mondialisation. Ce sont les deux facettes de la même médaille. Le néolibéralisme est une forme de néocolonisation
sous prétexte de progrès et d'avancement de l'économie, alors que le colonialisme était sous prétexte de civiliser des sauvages. Mais le vrai prétexte, la vraie raison, c'était de venir chercher chez nous des matières premières et de la main-d'œuvre, donc fin du XVIIIe, début du XIXe, que l'Occident n'avait plus. Ça suffisait plus pour aller plus loin dans la croissance. Donc, il fallait venir chercher nos richesses à nous, autant de matières premières que de main-d'œuvre, et donc on a inventé le colonialisme. Nous sommes néocolonisés, de nouveau, là où quelqu'un résiste, comme Kadhafi par exemple en Libye, qui voulait commencer à vendre son pétrole en or et qui n'acceptait plus les conditions occidentales, ben on a envoyé les armées. Alors voilà donc, c'est du néocolonialisme économique, le franc CFA. Vous êtes dans le franc CFA. Bon, alors est-ce que vous contrôlez votre monnaie? Votre monnaie est contrôlée à Paris et à Londres et à New York. Juste ça, c'est de l'hyper-néocolonisation. Bon, alors ajoutez à ça le consensus de Washington du néolibéralisme, donc la dérégulation, c'est-à-dire la destruction de l'État, la privatisation, la vérité des prix et des salaires, les délocalisations, etc., etc. Alors donc, prenons juste la privatisation, qui est l'un des piliers du consensus de Washington et du néolibéralisme. On dit au Bénin, au Burkina Faso, ou peu importe, au Congo, ou à l'Angola, ou à l'Argentine, ou tout ce que vous voudrez, à partir de maintenant, tous vos services publics, etc., etc., tout doit être privatisé. Tout. Sinon, vous ne recevez pas l'aide du FMI, vous ne recevez pas tout privat. Alors, au Burkina Faso, dites-moi s'il y a une personne de nationalité du Burkina qui a amassé suffisamment d'argent pour acheter le système des eaux du Burkina. Est-ce qu'il y a une personne du Burkina qui a suffisamment d'argent pour acheter le système d'électrification et de chemin de fer, etc. du Burkina? Bon, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors qui va l'acheter? Westinghouse, Vivendi, la Lyonnaise des Eaux, Telefonica, General Motors, General Electric. Et voilà que nos pays ne nous appartiennent plus. Alors, voilà ce que c'est le néolibéralisme et comment c'est une néocolonisation encore pire que la colonisation. Chaque dollar de plus du PIB ou du PNB du monde ou de n'importe quel pays, depuis la décennie 80, non seulement il n'apporte plus aucun bien ou bien-être supplémentaire, mais il coûte de plus en plus cher en dégâts, en pollution, en chômage, en misère, en injustice, en pauvreté, en guerre, en cataclysme, en conflit, etc., 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 que le dollar de la veille. Alors, la chose intelligente à faire dans le monde d'aujourd'hui, ça serait d'arrêter immédiatement la croissance du PNB et du PNB. Alors donc, qu'est-ce qu'il faut pour une économie saine? Eh bien ça, le Club de Rome l'a déjà établi en 1972, ce qui s'appelait le Halte à la croissance et le premier rapport du Club de Rome. Alors le Club de Rome, c'est un club, c'est un groupe constitué de prix Nobel, de savants, d'anciens politiciens, de scientifiques, etc., etc., du monde, simulation économique, etc., par ordinateur, tout ce qui s'ensuit de cette époque au monde,
eh bien, il a été démontré qu'il fallait immédiatement arrêter la croissance, particulièrement de l'Occident, et la solution, c'était de faire ce qu'ils ont appelé une croissance organique différenciée. Alors, organique différenciée, ça voulait dire ceci. 72, déjà, ça voulait dire que l'Amérique est obligée, ou était obligée, ou aurait été obligée, de baisser son taux de croissance à un taux négatif, c'est-à-dire moins 20%, si je me souviens bien à peu près des chiffres estimés à l'époque, moins 20% d'augmentation de croissance des Américains. C'est-à-dire que les Américains, depuis 72, auraient dû commencer à avoir un ordinateur par maison plutôt que 5, un frigo par maison plutôt que 4, une voiture par maison plutôt que 3 ou 4, etc., 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 pour que l'Afrique et l'Amérique latine et les pays d'Asie du Sud-Est, etc., puissent avoir, eux, un taux de croissance positif et arriver petit à petit à ce qu'on appelait le rattrapage, qui est un énorme mensonge néolibéral, parce que le rattrapage est impossible dans ces conditions-là, et on voit bien qu'il n'y a pas de rattrapage. Donc, voilà ce que c'est qu'une économie saine. C'est-à-dire, quand un pays fait trop de croissance, à un moment donné, il baisse sa croissance pour qu'un autre pays qui fait peu de croissance puisse faire un peu plus de croissance et respecter les équilibres de ce que cette terre peut donner. Bon, alors donc, voilà ce que ça veut dire. C'est comme une justice distributive. Alors c'est ça une économie saine, aussi bien à l'intérieur des pays qu'à l'échelle mondiale. Un patron qui veut faire des profits maximum est un malade. Parce qu'il n'y a rien de maximum dans ce monde. Un patron burkinabé qui veut faire le maximum de profit au Burkina, eh bien, il est en train de détruire le Burkina. C'est tout. Point à la ligne. Parce que les millions de CFA ou les milliards de CFA qui rentrent dans ces coffres et qui vont dans les banques de Paris et de Londres et ailleurs, eh bien, ce sont des millions et des milliards qui sont volés au Burkina. C'est tout. Ils ne servent à rien. Elle dépend de régulation, ce qu'on appelle la régulation. Or, l'un des piliers du néolibéralisme, c'est la dérégulation. Vous savez, dérégler tout, plus de règlements, plus de règles, l'État n'impose plus rien, l'État n'interdit pas de polluer, l'État n'interdit pas de tricher, l'État n'interdit pas de voler, l'État n'interdit pas de corrompre, l'État n'interdit pas de l'évasion, l'État ne touche à rien, ne touche pas à l'économie. Si l'État n'intervient pas dans l'économie, à quoi il sert? Alors je vous le demande et je le demande aux participants de ce colloque, s'il vous plaît, si vous avez un État qui n'intervient pas dans l'économie du Burkina, il sert à quoi au Burkina? Pourquoi vous avez besoin d'un État? Le rôle de l'État, c'est l'économie. Toute économie est une politique et toute politique est une économie. C'est ce qu'a écrit Adam Smith. Adam Smith lui-même, quand il a écrit « Vous laissez 3 businessmen faire du business sans un État qui surveille ce qu'ils font, vous avez 3 bandits. » Ça, c'est Adam Smith qui l'a écrit quand même. Bon, alors vous laissez les businessmen et les multinationales, etc., faire ce qu'ils veulent comme ils veulent, eh bien, c'est des renards dans le poulailler. C'est tout. Ils vont bouffer les poules, et quand vous aurez plus de poules, ils vont vous dire, on va vous prêter du FMI, et vous allez rembourser avec intérêt, parce qu'on a bouffé toutes vos poules. Alors, on vous paye pour que vous éleviez d'autres poules qu'on va venir bouffer. Alors, voilà ce que c'est, cette économie-là. Bon, il faut que ça cesse. Bien sûr que les gouvernements doivent prendre leurs responsabilités. Pourquoi nous, depuis un siècle en Afrique, on n'est même pas foutu de fabriquer des bicyclettes? Pourquoi? Pourquoi les Russes, en 20 ans, ils fabriquaient des chars aussi bons que les Américains? Pourquoi? Pourquoi la Chine a un port qui s'appelle Shanghai, qui est une merveille technologique absolument incroyable, inimaginable, infaisable dans aucun pays occidental? D'ailleurs, ils envoient des
des avions entiers d'architectes et d'ingénieurs, tout ça en Chine, pour étudier comment les Chinois font ces miracles. Eh bien, ces miracles sont faits par des entreprises d'État chinois. Même pas des entreprises privées contrôlées par l'État ou surveillées par l'État. Des entreprises de l'État, directement. Mais il faut commencer par mettre à la porte tous ces Français, tous ces Américains, tous ces Occidentaux, le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, le franc CFA, tout ça dehors. Et qu'on fasse comme voulait faire Kadhafi, une monnaie commune africaine. Et qu'on commence, c'est ce que je suis en train de faire en Amérique latine, par exemple avec le BRICS, où je suis coopérant, eh bien, c'est de commencer par faire des économies de troc entre nous. Pourquoi est-ce que le Burkina, pour qu'il achète à son voisin béninois du coton grain ou des bananes ou du poisson ou je ne sais quoi, ou l'inverse, pourquoi faut-il passer par le franc CFA ou le dollar ou l'euro? Pourquoi? On arrête ça. On arrête ça et on décrète, comme du temps des pays non alignés, à partir de maintenant, on échange entre nous sans aucune monnaie en attendant de faire notre monnaie. Et c'est ce qui se passe dans les pays du BRICS actuellement. Et donc, vous avez par exemple le Venezuela qui donne du pétrole à l'Argentine et l'Argentine donne au Venezuela de la viande. Il passe ni par le dollar, ni par le franc CFA, ni par la livre sterling, ni par l'euro, ni par aucune monnaie étrangère. Cuba donne des médecins au Venezuela, le Venezuela lui donne du pétrole. Donc c'est l'économie de compensation qui ne passe par aucune monnaie étrangère. À partir du moment où vous passez par une monnaie étrangère quelconque pour acheter ou vendre entre vous, eh bien vous êtes esclave de ceux qui contrôlent cette monnaie. C'est tout. C'est eux qui s'enrichissent. Ni le Bénin, ni le Burkina, ni personne. Alors voilà le modèle qu'il faudra adopter. Les trois rôles de la monnaie, c'est un, d'être une unité de compte, une unité avec laquelle je compte mes produits, combien je produis de maïs, combien je produis de riz, combien je produis d'or, combien je produis de ceci, de sorgho, de ceci, de cela, de poissons, donc une monnaie qui contribue à évaluer ma propre capacité nationale intérieure, à compter ce que je produis. Bon. Deuxième rôle de la monnaie, c'est d'être une unité de paiement. C'est-à-dire une unité avec laquelle vous payez ce que vous achetez aux autres. Or, ce rôle-là, nous ne l'avons pas. Les monnaies des pays du tiers-monde et des pays africains, etc., ne sont que des unités de compte avec lesquelles vous comptez vos productions nationales, vos salaires nationaux, etc. Mais vous ne pouvez rien payer avec pour vous fournir quoi que ce soit de l'étranger. Bon. Troisième rôle, c'est une unité de réserve. On fait des réserves de monnaie pour pouvoir pallier à des problèmes. Si on a besoin d'acheter, je sais pas moi, des médicaments de tel pays, de l'Inde. Or, nos monnaies à nous ne sont pas des monnaies de réserve. Donc, c'est juste des unités de compte. C'est tout. Alors, en plus de tout ce que je viens de vous dire, l'Occident fait tout pour maintenir nos monnaies. Alors, le CFA, c'est un cas à part, puisque c'est même pas votre monnaie. Donc, de maintenir nos monnaies quand on en a, au stade d'unité de compte. Le dinar algérien, ce n'est qu'une unité de compte. C'est tout. Parce qu'on ne peut pas faire de réserve en dinar algérien, ça ne sert à rien. Puisqu'avec le dinar algérien, vous ne pouvez pas acheter les voitures françaises ou les motocyclettes chinoises, vous ne pouvez pas. Il faut les acheter avec l'euro ou le dollar. L'entreprise dans le système capitaliste
C'est le système capitaliste financier. Hein. Si vous allez voir le rôle de l'entreprise au Japon, en Allemagne, en Scandinavie, en Islande, en Chine, en Russie, etc., au Brésil même, ben, ça commence maintenant, vous verrez que c'est pas du tout le même rôle. Ça, c'est purement américain, européen, canadien, capitalisme financier. Donc l'entreprise dans ce système-là est une entreprise qui est conçue comme étant uniquement une entité à faire de l'argent pour enrichir le patron et les actionnaires. Point. Elle n'a aucun autre rôle. Alors c'est ça l'entreprise d'aujourd'hui. C'est ça l'entreprise que vous avez au Burkina. C'est ça les entreprises qu'on a en Afrique. Dans un système plus logique, plus humain, voilà, il faudrait qu'on invente un modèle d'entreprise, effectivement, africain, en nous basant sur les grandes traditions africaines, des tontines, des coopératives familiales, claniques, de villages, de redistribution, de ceci, de cela, en nous inspirant de tout ça, avoir un modèle d'entreprise qui va ressembler au modèle d'entreprise social-démocrate de la Scandinavie, de l'Allemagne, du Japon, qui sont, elles, des vraies entreprises d'entrepreneuriat social. Ce qui veut dire ceci, c'est que l'État, au Japon par exemple, Chine aujourd'hui, Russie n'en parlons pas, Scandinavie, l'État vous dit, vous voulez être entrepreneur, vous voulez être patron, privé, efficace, pas de problème. Vous allez produire du lait, vous allez produire du pain, vous allez produire du poulet, vous allez produire ce dont le pays a besoin, pas ce dont vous avez besoin, vous, pour vous enrichir. Voilà ce que c'est l'entreprise sociale. Bon, et deuxièmement, tout ce qui est fruit des produits de cette entreprise, puisqu'il y a l'aide de l'État, il y a les infrastructures de l'État, il y a les ingénieurs formés par l'État, il y a les techniciens formés par l'État, il y a les administrateurs formés par l'État, il y a les cadres formés par l'État, il y a tout ça c'est gratuit. Eh bien, l'entreprise doit compter dans ses bénéfices ce qu'il faut payer à l'État pour avoir toutes ces infrastructures, toutes ces universités, toutes ces écoles, tous ces techniciens, tout ça, gratuit. Et en plus, puisque l'entreprise privée est efficace, eh bien, l'État lui confie, comme ça se passe au Japon, Scandinavie, Chine, tout ça, tout ce qui est le plus difficile. Réparer une forêt polluée. Allez-y. Réparez cette forêt polluée et faites des bénéfices si vous voulez. Allez-y. Alors, tout ce qui est facile et qui rapporte de l'argent et tout de suite, étatisé. C'est moi, l'État, qui m'en occupe. Le pétrole, je le pompe et je le vends moi-même. Le sorgho, je le plante et je le vends moi-même. Le maïs, la même chose, etc., etc. Toi, le privé, tu vas m'apporter du lait au Burkina que je n'ai pas. Tu vas m'apporter des poulets pour le peuple. Tu vas m'apporter des médicaments. Tu vas m'apporter ceci, cela, que moi, État, je ne peux pas. Alors vas-y. Ça, c'est une entreprise sociale. Ça, c'est de l'entrepreneuriat social. La Japan Airlines ou Saiko, l'entreprise d'acier du Japon ou d'Allemagne, etc., les ingénieurs métallurgistes, sidérurgistes et les pilotes de la Japan Airlines, etc., ont des salaires supérieurs à celui du PDG. Bon. Alors ça, c'est des employés, des pilotes, des ingénieurs et tout ça qui vont vous faire des avions et des vols d'avions et de l'acier et du fer qui est le super meilleur au monde. La direction de l'entreprise est une direction collégiale, comme en Allemagne. C'est des comités. C'est pas le super patron PDG enfermé dans son bureau tout seul. Ça, c'est facile, ça. Mais le modèle chinois, japonais, allemand, scandinave est extrêmement difficile parce que ça n'existe pas. Il n'y a aucun patron enfermé dans son bureau. D'ailleurs, les patrons japonais n'ont pas de bureau.
Il faut le savoir, ça aussi. Le bureau du patron japonais, c'est l'entreprise. Quand il vient le matin, de 8 heures à 5 heures du soir, qu'est-ce qu'il fait? Il se balade dans l'entreprise à parler avec les ouvriers, les employés, s'ils ont des problèmes. Il n'a même pas de bureau fermé à lui tout seul avec une secrétaire et des téléphones et des machins. Il n'a même pas ça. Et il y a 3 échelons hiérarchiques. 4. Dites-moi, dans la dernière des entreprises du Burkina, combien il y a d'échelons hiérarchiques? Combien? Bon, moi j'en ai vu dans des pays africains où il y en avait 15. Ils sont 60 employés et ils ont 15 patrons. Pourquoi? General Motors, c'est 18. 18 échelons hiérarchiques à General Motors. Pendant que chez Toyota, il y en a 4 et chez Honda. Quelle est la meilleure voiture? Celle où il y a 4 échelons hiérarchiques, c'est-à-dire où on fait de l'autogestion, de la cogestion, c'est tout le monde qui gère. C'est tout le monde qui prend des décisions, y compris l'ouvrier, par comité, paritaire, depuis l'atelier jusqu'au directoire. La moitié syndicaliste quand il y a un syndicat ouvrier et la moitié dirigeant actionnaire. Et chacun a la même voix. Il faut enlever de nos têtes cette idée purement américano-occidentale, européenne du capitalisme financier, qu'une entreprise a besoin d'un génie patron qui est lui, c'est lui qui donne les ordres, qui commande, qui... Non. Le patron est là pour faciliter les choses à ses employés, pour qu'ils fassent ce qu'ils savent faire le mieux possible. Alors vous voyez tout ce qu'il faut changer? On doit arrêter de croire que la nature, c'est que des stocks gratuits à disposition, on en fait ce qu'on veut, comme on veut. Fini. Arrêtez la croissance pour la croissance. Ne croître que pour des besoins essentiels de chacun et chacune. Des besoins essentiels. Indispensables et essentiels. Alors, indispensable et essentiel, c'est être logé, être instruit, être transporté, être alimenté, être habillé, être cultivé. C'est ça les besoins indispensables, essentiels. C'est-à-dire pas de Mercedes, pas d'avion personnel, pas de jet personnel, pas de télévision à décollage vertical, pas d'ordinateur à géométrie variable, pas les besoins essentiels et indispensables, alors cette terre continuera à nous tolérer. Vous savez, dans le monde entier, je donne des conférences dans le monde entier en 5 langues. De l'Australie au pôle Nord, chaque conférence, alors j'ai toutes sortes de publics, des fonctionnaires, des politiciens, des hommes d'affaires, des universitaires, des professeurs, des étudiants, des doctorants, des chefs d'entreprise, de tout ce que vous voudrez. Bon, alors quel que soit le public, la première question que je pose, c'est celle-ci. Est-ce qu'il y a une personne dans cette salle qui peut me regarder dans les yeux et me dire qu'aujourd'hui, notre monde est bien géré? Eh bien, partout, c'est le silence total. Pas un souffle. Et vous êtes en train de me dire que ce monde est mal géré. C'est ça que vous dites. Alors, on va se poser des questions pourquoi. Voilà la première question que je vous suggère aux membres de votre colloque. Pourquoi ce monde n'a-t-il jamais été aussi mal géré? Eh bien, Jean Rostand a écrit cette phrase. Le degré de hauteur d'une civilisation
se mesure à la façon dont elle traite les plus faibles. Alors, comment sont traités les plus faibles au Burkina? Comment sont traités les plus faibles aux États-Unis? Comment sont traités les plus faibles en France? Dans le monde? Comment? Où y a-t-il civilisation? Où? Malheureusement, la civilisation qu'on nous dicte, c'est une civilisation dont la hauteur se mesure au super enrichissement de ses plus riches. Et on confond ce qui rentre dans la poche des riches avec la santé de l'économie. Et ça, on nous l'enseigne dans les universités. Penser comme un, agir comme un, je le trouve extraordinairement parlant, extraordinairement bien choisi. C'est effectivement maintenant, on ne s'en sortira en tant que personne, en tant que famille, en tant que village, en tant que clan, en tant que pays, en tant qu'humanité, on ne se sortira que si on agit tous pour un et un pour tous. Sinon, l'humanité est finie.